Bonjour tout le monde. Très content aujourd'hui d'accueillir Benjamin Cotet, euh, enseignant-chercheur, on dit comme ça, à, Ça. à l'ENSTA Paris, au laboratoire Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles, et qui va nous parler bruit des éoliennes. Voilà. Bien, merci, merci Thomas pour l'invitation. Bonjour à tous et à tous. Donc en effet, je vais vous parler bruit des éoliennes. Je voudrais mentionner tous ceux qui ont contribué à cette présentation. Les doctorants, Yohan Tian, Lisa Sicard, David Mascarenas, David Rose qui était en postdoc jusqu'à récemment, mes collègues Romain Monchot et Olivier Douaret, et puis les collègues du LMFA sur la partie bruit de décrochage dynamique. Hop. Donc, comme l'a dit Thomas, moi je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA Paris depuis 2011. Et puis, si vous n'êtes jamais venu sur le campus, on est à Palaiseau et on est à côté de Polytechnique. On fait maintenant partie de l'IP Paris, l'Institut Polytechnique de Paris, avec l'ENSAE et Télécom. Voilà. Et mes activités de recherche actuellement, c'est principalement autour du bruit large bande et tonal des machines tournantes. Donc éoliennes, mais aussi hélices marines, les véhicules aériens sans pilote, là, les UAV. Donc avec une partie numérique. Donc là, par exemple, dans la thèse de Tommy Rigal, on a fait des calculs de bruit sur la base de simulations des grandes échelles autour de profils à grands angles d'attaque. Des parties expérimentales aussi. Là, on voit une vue de la chambre anéchoïque avec une expérience de rotor en interaction avec un mât. Donc, on pouvait ici contrôler la distance par-le-mât. Et puis, également des aspects plus modélisation. Dans le cadre de la thèse de Nicolas Trafny avec Naval Group, on s'est intéressé à des modèles d'analogie acoustique qui étaient basés sur des fonctions de green adaptées. Ici calculé numériquement avec des méthodes d'éléments de frontière. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors, ce n'est pas forcément évident en visio, mais si vous avez des questions, n'attendez peut-être pas la fin pour me les poser. C'est juste que là, je ne vois plus les participants. Bon. Voilà, je sais pas, vous pouvez peut-être lever la main ou voilà, si vous avez des questions qui arrivent pendant la présentation. Alors, en guise d'introduction, donc je vais parler bruit des éoliennes aujourd'hui pour vous donner quelques idées de la taille des engins. Donc, j'ai trouvé ici cette figure qui montre l'évolution de la taille des éoliennes, les plus grosses éoliennes en fonction de l'année. Pardon de vous couper. Oui. Par contre, il y a l'encart d'enregistrement qui cache le diaporama. D'accord. On voit encore l'encart d'enregistrement. C'est celui-là ici? Non, c'est vraiment au milieu de l'écran. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Alors moi, je ne l'ai pas sur mon écran. Je ne sais pas, Thomas, toi, si tu peux Je me l'enlever. demande si ce n'est pas un problème de chez toi, parce que chez moi, je n'ai pas. Mais d'accord. Tu dois pouvoir le mettre plus petit. Non, c'est peut-être chez moi alors. Je ne sais pas si c'est un problème pour d'autres. Tu l'as, toi, Thomas, ou pas? Non. Non, mais en fait, c'était chez moi. Je suis désolé. Okay. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je couperai au montage. C'est ce qui rend la présentation plus vivante. Donc, typiquement, pour des éoliennes qui sont sur Terre, on a des diamètres de rotor de l'ordre de 90 mètres, des hauteurs de mât de 80 mètres, donc des éoliennes de 3 mégawatts. Et puis, plutôt offshore, on peut avoir des éoliennes beaucoup plus grosses encore, avec des diamètres de rotor là, qui sont prévus de l'ordre de 200 mètres. En bout de pale, on a des vitesses de l'ordre de 70 à 100 mètres par seconde, dans des nombres de Mach de 0,2 à 0,3. Ça fait des nombres de Reynolds basés sur la corde du profil de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 en fonction de la taille de l'éolienne. Et puis, un des paramètres importants, c'est le rapport de vitesse en bout de pale. Donc, c'est la vitesse en bout de pale oméga R, où oméga est les vitesses de rotation, R le rayon, par rapport à la vitesse du vent incident.
Et pour avoir une efficacité optimale de l'éolienne, il faut que ce rapport soit de l'ordre de 6 à 7. Et donc, on voit que quand l'éolienne va être de plus en plus grande, la vitesse de rotation va être réduite. Alors, ces engins, ils font du bruit. Ce n'est pas des niveaux de bruit qui sont très importants si on compare au bruit aérien ou au bruit d'autres moyens de transport. Là, par exemple, on a des mesures qui ont été réalisées en Angleterre, où on a des niveaux qui oscillent autour de 40 dB. Et par contre, ce qui est caractéristique, c'est qu'on peut avoir des modulations d'amplitude du bruit à la fréquence de passage des pales, donc une période à peu près de 1 seconde. Ces modulations d'amplitude, on les a quand on est proche de l'éolienne dans certaines directions, principalement dans le plan du rotor. Et puis parfois, on peut également les rencontrer à plus grande distance en fonction des conditions de propagation. C'est ce que Hurleman s'appelle les modulations d'amplitude augmentées ou anormales. On en reparlera plus tard. Alors, un petit exemple de modulation d'amplitude, c'est un enregistrement qui a été fait par Dick Bodler. Vous voyez ici le signal temporel et le spectrogramme. Donc, j'espère que vous aurez tous du son. Vous allez me dire ça. Bon, le volume n'était pas très fort chez moi. J'espère que c'était quand même audible. Ce que vous avez pu entendre, je l'espère, c'est donc les modulations d'amplitude du bruit et un changement de caractère des modulations d'amplitude à peu près vers le milieu de l'enregistrement. On le voit dans le spectrogramme où il y a un décalage vers les plus basses fréquences du bruit. Et c'est ce que certains auteurs appellent la transition du swish, donc ce serait la modulation d'amplitude normale, au thump, qui serait une modulation d'amplitude augmentée. Et donc, on pourra en discuter des causes plus tard. Une autre problématique du bruit des éoliennes, c'est les composantes basse fréquence, voire infrasonores du spectre. En particulier, historiquement, dans les années 80 notamment, les éoliennes, c'était des technologies éoliennes sous le vent, c'est-à-dire que le rotor était en aval du mât, et donc les pales venaient hacher le sillage du mât, et ça produisait un bruit assez fort, un bruit impulsionnel, comme on peut le voir ici. Donc les éoliennes modernes sont des éoliennes face au vent, donc le plan du rotor est en amont, et donc ça réduit ces composantes basse fréquence du bruit, mais néanmoins, elles sont toujours présentes. Ça se voit notamment sur ces mesures réalisées par un groupe australien à 3 km d'une ferme éolienne. Et on voit ici des composantes aux harmoniques de la fréquence de passage des pales. Donc là, on est dans le domaine infrasonore, hein, on est entre 1 et 10 Hz. Et puis, on a également d'autres sources de bruit qui peuvent être identifiées dans ce spectre, notamment ici un bruit tonal qui est associé à un bruit mécanique de boîte de vitesse. Il y a également ici des pics. Les auteurs montrent que ça correspond à des harmoniques de la fréquence de passage des pales. Donc, ça serait potentiellement associé à un bruit aérodynamique. Et puis, il y a également une mesure à l'intérieur d'une maison qui est superposée et on peut voir l'influence d'un mode de salle sur ce spectre. Donc ça, je ne vais pas trop en parler dans cette présentation, mais la perception et la gêne due à ces composantes basse fréquence et infrasonores s'est étudiée dans le cadre d'un projet ANR Ribéol, qui a démarré il y a 1 an à peu près. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sources de bruit éoliennes. En particulier, je vais me focaliser sur les sources de bruit aérodynamiques large bande qui peuvent être modélisées avec la théorie d'Amiette. Je vous montrerai également une oralisation qui a été faite de ce modèle.
Je vous parlerai ensuite d'une expérience de caractérisation de bruit de décrochage dynamique qui a été montée récemment en collaboration avec l'École centrale de Lyon. On verra notamment l'effet de la forme du profil et de la fréquence d'oscillation sur ce bruit. Et puis, je terminerai par une partie sur les effets de propagation dans l'atmosphère du bruit des éoliennes. Et je montrerai en particulier l'importance d'avoir un modèle de source étendue pour correctement prédire le bruit et les modulations d'amplitude de ce bruit. Alors, je commence avec les sources de bruit d'une éolienne. Donc, comme on l'a vu dans le spectre précédemment, on peut avoir du bruit mécanique au niveau des boîtes de vitesse qu'on a ici dans la nacelle de l'éolienne. On peut également avoir du bruit tonal aux multiples, aux harmoniques de la fréquence de passage des pales. Ça peut être dû notamment à l'interaction pale-mât, au fait que la pale, lorsqu'elle passe devant le mât, elle va rencontrer une vitesse incidente qui est réduite de par l'influence de l'obstacle. Et donc, ça va créer un chargement instationnaire et donc une source de bruit. Et puis, il y a des sources aéroacoustiques, large bande, dues en particulier à l'interaction de la turbulence atmosphérique avec le bord d'attaque du profil et les fluctuations turbulentes dans la couche limite qui vont interagir avec le bord de fuite du profil. Dans certaines situations, on peut également avoir des angles d'attaque importantes au niveau du profil de pale. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir une séparation de la couche limite, voire carrément un décrochage complet avec un lécher tourbillonnaire qui va se produire, ce qu'on appelle le deep stall. Et donc ça serait une des origines possibles des modulations d'amplitude augmentées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il a été montré notamment par un groupe de chercheurs danois du DTU que sur une pale d'éolienne, on peut avoir des variations d'angle d'attaque qui sont assez significatives. Alors ici, ça va entre 6 et 12 degrés. Donc, il est plausible que dans certaines circonstances, on puisse avoir séparation, voire décrochage sur des pales d'éoliennes. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la théorie d'Amiette. L'idée, c'est que c'est un modèle qui prend en compte la diffraction par des fluctuations turbulentes par le bord d'attaque ou le bord de fuite, qui est assimilé à une plaque semi-infinie. Donc ici, pour le bruit de bord de fuite, on peut calculer la densité spectrale de puissance de la pression acoustique à l'observateur en fonction de 3 termes principaux. Un terme qu'on appelle la fonction de transfert aéroacoustique, donc qui va prendre en compte les effets de diffraction avec des intégrales de Fresnel. C'est ça qui va donner la directivité du bruit. Un terme ici qui est la densité spectrale de puissance des fluctuations de pression pariétale mesurées proche du bord de fuite. Donc ça va être l'impact des fluctuations dans la couche limite sur la paroi qui va être dans ce terme. Et puis le troisième terme, c'est l'échelle de corrélation transverse, c'est-à-dire ça donne une idée de la taille des structures turbulentes dans la direction de l'envergure, ici, L. Oui, j'ai oublié de dire ici, cette expression est valable pour des grands rapports d'aspect, donc quand l'envergure est grande devant la corde. Et donc, en termes de directivité, pour le bruit de bord de fuite, à très basse fréquence, quand cassé et petit devant 1, on a un dipôle. Et puis, quand on va augmenter la fréquence, on va voir que le lobe de directivité se dirige un peu plus vers l'amont de l'écoulement. Et puis, à plus haute fréquence, on a des lobes multiples dus à la diffraction par le bord de fuite. Donc ça, c'était pour un profil isolé. Maintenant, comment on fait pour appliquer ça à une pale en rotation? L'idée, c'est de diviser la pale en un certain nombre de segments, ce qu'on appelle strip theory en anglais. Et donc, pour chaque segment, pour chaque position angulaire bêta, on va calculer la contribution de ce segment à l'observateur avec la théorie d'Amiette. On corrige pour l'effet Doppler et pour l'amplification convective. Et puis, à la fin, on fait la somme logarithmique sur tous les segments. Et puis, on passe à la section angulaire suivante. Donc, on a appliqué ce modèle à une éolienne de taille réelle avec un diamètre de 93 mètres.
en découpant la pale en 8 segments, ici pour avoir un grand rapport d'aspect, et en prenant en compte le vrillage des pales. Et on s'est comparé, donc ça c'était dans la thèse de Yuan Tian, on s'est comparé à des mesures du DTU pour 2 vitesses de vent. Donc ce qu'on a en vert, ce sont les mesures, là c'est le spectre entier d'octave de puissance. En vert, ce sont les mesures. En noir, ce sont les prédictions du modèle qui sont dues à 2 termes. En rouge, le bruit de bord d'attaque, le bruit d'ingestion de turbulence. Et en bleu, le bruit de bord de fuite. On retrouve globalement le bon comportement par rapport aux mesures. Ce n'est pas parfait, notamment parce qu'on ne connaît pas tous les détails des conditions atmosphériques et de l'éolienne. Donc, on a dû faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis, on voit également qu'ici, on rate le pic ici du spectre, du spectre mesuré. Et ça, on pense que c'est justement dû au bruit de séparation qu'on n'a pas modélisé pour le moment. Récemment, sur la base de ce modèle d'Amiette, on a construit un modèle de synthèse sonore, un outil d'oralisation dans le cadre de la thèse de David Mascarenhas. L'idée, c'était de faire une synthèse sonore pour chacune des positions angulaires et ensuite de venir reconstituer le signal temporel avec une technique de fondu, de crossfading pour éviter les clics entre les grains. Donc ici, je vais vous faire écouter le modèle pour un récepteur qui va être à θ égale 0, donc sous le vent. Alors, c'est ici, pardon. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. Moi, le son a baissé un moment. Ça n'aurait pas dû se produire. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un bruit large bande et on n'entend pas de modulation d'amplitude très marquée. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on est sous le vent, la distance entre la source et le récepteur est quasiment varie peu pendant la rotation. Alors qu'ici, quand on va se mettre dans le plan du rotor à 90 degrés, ça va être beaucoup plus marqué. Voilà, donc ça a été présenté cette année à la conférence Bruit des éoliennes par David Mascarenhas. Il y a plus de détails dans ce papier. Donc ça clôt ma première partie. Je ne sais pas si il y a d'éventuelles questions. Sinon, je vais passer à la deuxième partie sur la caractérisation expérimentale du bruit de décrochage dynamique d'un profil en oscillation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le décrochage? On définit le point de décrochage comme le moment où la courbe de portance atteint son maximum par rapport à l'angle d'attaque. Et donc, au-delà de ce point, au-delà du décrochage, on va avoir une baisse plus ou moins brusque de la portance, ce qui, d'un point de vue aérodynamique, n'est pas très bon. Et on va voir que d'un point de vue acoustique, ça a également des implications. Le décrochage dynamique, c'est quand on va avoir une variation temporelle de l'angle d'attaque. Typiquement, ça peut se produire sur un rotor si on a un écoulement qui n'est pas homogène, par exemple un écoulement cisaillé. Et on peut reproduire ça en soufflerie en faisant osciller sinusoïdalement un profil. Donc là, j'ai pris un exemple de la littérature où le profil il va varier à 20 degrés, plus ou moins 8 degrés. Pour ce profil, l'angle de décrochage statique, il est autour de 22 degrés. Et donc, quand on voit qu'on oscille dynamiquement, au début, on va suivre à peu près la courbe qu'on aurait sur un profil statique. Et puis, on ne va pas décrocher tout de suite. On va garder des valeurs élevées de portance. Et puis, à un moment, on va avoir le décrochage qui va se produire, donc avec un décalage. On voit qu'ici, c'est plutôt 25-26 degrés plutôt que 22. Et puis ensuite, l'angle d'attaque va baisser et on va finir par avoir un couche limite qui raccroche.
et on va repartir sur un nouveau cycle. Donc, d'un point de vue état de l'art, il y a eu un certain nombre d'études, notamment expérimentales, sur le bruit de décrochage statique, notamment par Brooks, Pope et Marcolini. D'un point de vue aérodynamique, le décrochage dynamique il a été beaucoup étudié, notamment pour les applications hélicoptères, mais également pour les applications éoliennes. Par contre, le bruit de décrochage dynamique, il n'y a eu que quelques études, c'est encore assez peu connu. Donc l'idée de cette expérience qu'on a montée dans la soufflerie anéchoïque de l'École centrale de Lyon, c'était de caractériser ce bruit de décrochage dynamique. Donc pour cela, on a une soufflerie qui est semi-ouverte. On a mis des plaques de guidage uniquement en haut et en bas pour pouvoir mesurer le bruit à un microphone qui est en champ lointain, ici à 2 mètres du profil. On dispose également de prises de pression statiques, stationnaires et instationnaires sur le profil. Et on a testé 2 profils, un AK0012 qui est un profil symétrique classique dans la littérature, et puis un AK63418 qui est plus épais, cambré, et qui est typique de ce qu'on peut avoir sur une pale d'éolienne. On s'est placé à une vitesse amont de 50 mètres par seconde, ça nous donne un Reynolds de 400 000 et un nombre de Mach de 0,15. Donc on reste un peu faible en termes de Reynolds par rapport aux éoliennes. C'est pour ça qu'on a rajouté un tripping, un scotch au niveau du profil pour s'assurer d'avoir une couche limite turbulente au niveau du bord de fuite. On a fait des expériences sur un profil statique avec un angle fixé entre 0 et 30 degrés et également sur un profil qui oscille à 15 degrés, plus ou moins 15 degrés, avec des fréquences, on utilise la fréquence réduite, c'est une fréquence adimensionnelle qui est variée entre 0,005 et 0,025. C'est à peu près la gamme typique qu'on peut rencontrer sur une éolienne. Donc, tout d'abord, les résultats pour le NACA12, le profil le plus fin et symétrique. Donc, on a ici la courbe de portance en fonction de coefficient de portance en fonction de l'angle d'attaque. Et on va regarder le spectre de bruit pour différents angles. Tout d'abord, pour des angles faibles, on voit sur le spectre qu'on a un bruit qui est faible également, qui est proche du bruit de fond, c'est-à-dire le bruit que l'on a lorsqu'on enlève le profil, donc qui est dû uniquement à la soufflerie. Donc ça, c'est caractéristique d'un bruit de bord de fuite d'une couche limite turbulente. Quand on augmente l'angle, mais on reste en dessous du décrochage, on a une petite augmentation du bruit parce qu'on a des gradients de pression adverses dans la couche limite, mais ça reste assez faible. Et puis quand on arrive au décrochage, là on a une augmentation très forte du bruit, un décalage du spectre plutôt vers les basses fréquences, et là on a au moins 10 dB d'augmentation à basse fréquence. Donc là on a une couche limite qui est partiellement décollée, ce qu'on appelle également le light stall. Et puis, à des angles plus importants, on va obtenir un pic quasiment tonal, en tout cas un pic assez resserré, qui est dû à un lâcher tourbillonnaire à grande échelle, parce que la couche limite est complètement décollée. Donc, on a un comportement différent, c'est le deep stall. Maintenant, si on regarde le profil cambré et plus épais, on voit qu'on a un comportement assez différent. On n'a plus la chute brutale ici au moment du décrochage. On a une décroissance graduelle de la portance. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a la couche limite qui se sépare graduellement à partir du bord de fuite jusqu'à ce que la couche limite soit complètement décollée. Et là, on a une chute un peu plus brusque de portance qui va se produire. Donc, de nouveau, on retrouve à bas angle d'attaque le bruit de bord de fuite qui est assez faible. Ici, dans cette zone où la couche limite est décollée, on a une augmentation du bruit, mais qui n'est pas spectaculaire. Au moment où la couche limite est complètement décollée, on a une augmentation du bruit sur toutes les fréquences. Et puis, au-delà de 27 degrés, donc vraiment pour les angles très importants, on va retrouver le pic caractéristique du lâcher
Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on retrouve, tout ça a été relativement bien connu, mais est-ce qu'on retrouve tout ça lorsque le profil oscille? Je vous montre un exemple ici d'une oscillation à une fréquence de 1,3 Hz, donc une fréquence réduite de 0,01. Bon, la qualité du son n'est pas très bonne, mais on entend un petit peu que quand le profil atteint des angles d'attaque élevés, le son change. Voilà un spectrogramme de ce bruit, où on voit ici qu'à chaque période d'oscillation, on va avoir une augmentation du bruit au moment où on atteint les grands angles d'attaque. Donc, on va avoir décrochage, puis la couche limite va raccrocher. Et tout ça se produit de façon périodique. Donc, ce qu'on va faire, c'est une moyenne de phase sur ces spectrogrammes, une moyenne de phase sur 90 cycles. Et on obtient ce spectrogramme ici moyenné, où on voit clairement des zones ici de fort bruit qui se produisent aux grands angles d'attaque. Et en particulier, on peut identifier les zones où la couche limite est partiellement décollée, le light stall, au moment du décrochage et du raccrochage. Et puis, une zone ici où on a une fréquence quasiment unique, qui est caractéristique du régime de deep stall où on a le lâcher tourbillonnaire. Si on augmente maintenant la fréquence d'oscillation, on voit qu'on a tendance à augmenter le bruit, en particulier au moment du décrochage. C'est assez net. Et puis, si on compare les deux profils, le NACA 0012 au NACA 63418, on voit qu'on a globalement la même forme, mais le décrochage se produit plutôt sur le NACA 12, c'est ce qu'on avait vu, en statique. Et on a du coup un régime de deep stall qui s'installe sur une durée plus grande. Une autre façon de visualiser ces résultats, c'est de regarder le bruit global sur la bande de fréquence 70 Hz, 1000 Hz. On a choisi cette bande de fréquence parce qu'elle correspond à la gamme où on a le bruit de décrochage. Pour le NACA 0012, on obtient cette courbe avec une brusque augmentation ici du niveau global de 15 dB, puis un niveau plus ou moins constant pendant le régime de deep stall, et ensuite ça va raccrocher. Pour le NACA 63418, on voit que l'augmentation est plus progressive du bruit. On a toujours tout de même des pics au moment du décrochage et du raccrochage, et donc un comportement un petit peu différent. Donc, en conclusion, sur cette partie, on peut voir donc qu'on retrouve sur un profil en oscillation le comportement qu'on avait sur les profils stationnaires. Lorsqu'on augmente la fréquence d'oscillation, on tend à casser la symétrie entre le décrochage et le raccrochage. Et puis, on a vu nettement un effet de la forme du profil avec un comportement de décrochage qui va être assez différent. Et il y a plus de détails dans le papier de David Ross qui a été présenté à l'AIA cet été. En perspective sur cette partie, dans le cadre de la thèse de Lisa Sicard, on a réalisé des expériences de PIV synchronisées à des mesures acoustiques. Ce sont des PIV résolus en temps. Et donc, ce qu'on aimerait à partir de ces résultats, c'est d'identifier les structures de l'écoulement qui sont responsables du bruit de décrochage pendant les différentes phases du décrochage dynamique, et pour ensuite construire un modèle de décrochage dynamique qu'on pourra appliquer par exemple au bruit éolien, mais il y a d'autres applications où le bruit de décrochage peut se produire. Voilà, je fais une petite pause pour boire un coup. S'il y a des remarques, des questions rapides, je peux y répondre. S'il n'y a pas de questions, je continue en parlant des effets de propagation maintenant.
Et en particulier, pour le bruit éolien, il est important de prendre en compte un certain nombre de phénomènes. La réflexion des ondes acoustiques sur un sol d'impédance finie, les effets de réfraction qui sont dus à la fois au profil de vent et au profil de température. On sait par exemple que quand on a propagation dans le sens du vent, on va avoir les rayons qui vont être incurvés vers le bas, alors que quand on va avoir propagation contre le vent, les rayons sont incurvés vers le haut, et donc on a une zone d'ombre qui va se créer où les niveaux vont être plus faibles. Les effets de topographie peuvent également être importants sur certains sites, et puis il peut y avoir également les effets des sillages des éoliennes. Donc au niveau, il y a des tourbillons qui se créent au niveau des bouts de pales, et ces tourbillons vont ensuite créer des fluctuations turbulentes, un déficit de vitesse également derrière l'éolienne, et donc ça a des conséquences sur la propagation derrière l'éolienne, et certains auteurs ont montré que ça pouvait également être une cause de modulation d'amplitude. Dans le cadre de ce travail ici, on va se focaliser sur la prise en compte de la source étendue, et on va faire un certain nombre d'hypothèses. Notamment, on va se placer dans l'approximation de vitesse du son effective. Donc, le profil de vitesse de vent va être inclus dans un profil de vitesse du son effectif. On va également supposer qu'on a un sol plat et homogène. On va négliger les effets de la turbulence et du sillage, donc ce qui peut être limitant dans certains cas. Et on va considérer qu'on est dans une atmosphère neutre, donc on a un profil de vent logarithmique, avec ici la vitesse de friction qui va déterminer le coefficient, et puis un profil de vent qui décroît linéairement avec l'altitude, comme ceci. Donc, dans la littérature, beaucoup d'études utilisent l'approximation de sources ponctuelles pour le bruit des éoliennes. Donc, on va simplement représenter l'éolienne par une source qui est située au sommet du mât, une source ponctuelle. C'est le cas, par exemple, dans cette étude de Prospatopoulos et Voutsinas. Et dans ce cas-là, on peut calculer le niveau de pression au niveau du récepteur à partir du niveau de puissance, en corrigeant par l'atténuation géométrique, par un terme d'absorption atmosphérique et par les effets de propagation, qui prennent en compte la réflexion sur le sol, les effets de réfraction. Le problème, notamment, ça a été montré par différents auteurs, le problème notamment de cette approximation de sources ponctuelles, c'est que ça va exagérer les effets de sol. On voit ici un spectre, ici mesuré, qui est comparé à un calcul avec une approximation de sources ponctuelles, et on voit donc les interférences qui sont très marquées, ce qu'on n'a pas du tout dans les mesures. Et si on fait un calcul avec un modèle de source étendu, dans ce cas-là, on retrouve un comportement qui est bien meilleur. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de modèles de source étendus. L'autre raison étant que si on veut prendre en compte les modulations d'amplitude, c'est également très important. Donc, pour ça, on a fait un travail sur la façon de prendre en compte ces sources étendues dans un code d'équation parabolique. Et on a proposé deux méthodes pour cela. Une première méthode qui est basée sur la rétropropagation, et puis une deuxième méthode que je vous présenterai après. Donc, pour cela, quelques petits rappels sur l'équation parabolique. On repart ici de l'équation d'Helmholtz inhomogène, dans l'approximation axis-symétrique. Donc, on est en 2D. On a fait ici un petit changement de variable pour passer de la variable pression à la variable Q. Et l'idée de l'équation parabolique, c'est de découpler cette équation en deux équations. Une qui correspond aux ondes qui se propagent vers les X positifs, donc les distances horizontales positives, et l'autre vers les X négatives. Donc, comme c'est montré dans ce petit schéma-là. On peut ensuite approcher l'opérateur Q ici avec différentes méthodes. Ici, j'utilise une méthode qui a été proposée en acoustique sous-marine par Collins, qui s'appelle la méthode Split Step Padé.
Alors, une des difficultés dans l'équation parabolique, c'est qu'il faut proposer un starter, une solution initiale en x égale 0. Et pour ça, une technique possible, c'est d'utiliser une méthode de rétropropagation, c'est-à-dire qu'on part d'une solution initiale à une certaine distance de la source, on rétropropage jusqu'à la source pour avoir notre starter, et ensuite on peut propager dans les conditions que l'on veut. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. En calculant notre solution initiale en conditions homogènes avec le modèle d'Amiette que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, donc ça nous permet d'obtenir notre starter. Et puis, on va ensuite propager dans des conditions neutres et avec le sol, avec un sol d'impédance finie. Le souci de cette méthode, c'est que nos sources, ici, elles vont se promener dans le plan du rotor, alors que le calcul d'équation parabolique, on le fait dans un plan 2D, donc dans des plans 2D qui sont différents à chaque fois. Pardon. Donc ici, le résultat ne sera valable que pour une position de source, strictement valable que pour une position de source où tous ces plans 2D vont se croiser. Et l'autre inconvénient de cette méthode, c'est que ça demande de faire beaucoup de calculs parce qu'il faut faire un calcul pour chaque position de source et chaque position angulaire. Donc si on a 8 sources, NS égale 8 sources réparties sur la pale et 30 positions angulaires, par exemple, ça peut être très coûteux. C'est pour ça qu'ensuite, on a proposé une autre méthode qui consiste cette fois à utiliser un modèle de monopôle pour chaque segment de pale. Et donc ici, on va utiliser l'équation que je vous ai présentée tout à l'heure qui permet de calculer le niveau de pression au niveau de l'observateur à partir du niveau de puissance et de différents termes. Et cette fois-ci, on va utiliser le modèle d'Amiette pour calculer le niveau de puissance pour chaque position bêta de la pale. Et on utilisera l'équation parabolique pour calculer le terme delta L ici. Et pour ne pas avoir besoin de faire le calcul pour toutes les hauteurs de source, on va choisir qu'un certain nombre de hauteurs de source. Et puis, on fera une interpolation. Par exemple, pour cette hauteur, pour ce segment ici, à une hauteur de 90 mètres, la position où j'ai fait le calcul qui est la plus proche, c'est 80 mètres. Donc, on va supposer que la propagation n'est pas très différente entre 80 et 90 mètres. Et c'est ce calcul qu'on utilisera pour obtenir la prédiction au niveau du récepteur. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a besoin de faire des calculs uniquement pour un certain nombre de hauteurs de source, ce qui va nous permettre un gain en temps de calcul. Donc, pour valider ces deux méthodes, je vais reprendre mon éolienne de tout à l'heure et je vais faire tout d'abord un cas test en conditions homogènes où je dispose d'une solution de référence analytique. Et puis, dans un deuxième temps, je regarderai ce qui se passe dans une vraie atmosphère, dans une atmosphère neutre. Je vais faire des calculs pour tout un spectre de fréquence jusqu'à 1200 mètres de la source. Et puis, pour la première méthode, je me place à 100 mètres pour calculer ma solution initiale. Pour la deuxième méthode, je vais varier le nombre de positions de hauteur de source entre 1 et 19. Alors, commençons par regarder un spectre au niveau d'un récepteur, soit à 500 mètres, soit à 1000 mètres de la source, sous le vent. Donc, tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec ma première méthode, la méthode de rétropropagation, je retrouve bien le spectre calculé analytiquement, ce qui montre que la méthode fonctionne bien. Si je fais maintenant l'approximation de sources ponctuelles, on retrouve le problème que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va exagérer les interférences dues à l'effet de sol, et donc on a un calcul qui n'est pas en très bon accord avec la référence. Si on fait maintenant mon modèle de source en mouvement, de monopôle en mouvement, avec seulement 3 hauteurs de source, déjà on colle beaucoup mieux. Et si on utilise maintenant 7 hauteurs de source, c'est la courbe en rose ici, on recolle exactement à la solution analytique. J'ai essayé également pour une autre position de récepteur et on retrouve les mêmes résultats.
c'est-à-dire qu'à partir de cette hauteur de source, la méthode de monopôle en mouvement est très précise et permet un gain de temps très important par rapport à la méthode de rétropropagation. On peut également regarder l'évolution du niveau global et de la modulation d'amplitude en fonction de la distance à mon éolienne. Alors, la modulation d'amplitude, comment je la calcule? Je prends l'écart entre le maximum et le minimum de mon niveau global pendant une rotation. Donc, quand on se met dans le plan du rotor, hein, c'est là où on a des modulations d'amplitude qui sont assez importantes. On observe que la méthode de rétropropagation donne des bons résultats par rapport à la méthode analytique, en tout cas quand on n'est pas trop près de l'éolienne. Pourquoi? Parce que quand on est près de l'éolienne, c'est le problème que je vous ai présenté tout à l'heure. On a des écarts ici, tous les plans ne se recoupent pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas un accord aussi. Maintenant, si on regarde le modèle de source ponctuelle, sans surprise, on voit qu'il n'est pas du tout capable de prédire les modulations d'amplitude, parce qu'on ne prend pas du tout en compte le mouvement de la pale. Par contre, c'est finalement pas très faux pour calculer le niveau global. On a une erreur de l'ordre de 1 à 2 dB, ça reste assez raisonnable. Et puis le modèle de source de monopôle en mouvement, avec 3 hauteurs de source ou 7 hauteurs de source, on voit qu'à nouveau, on obtient d'excellents résultats avec 7 hauteurs de source. Voilà, je vois que le temps tourne, donc je vais accélérer un petit peu. Cette analyse-là, elle a été faite pour tout un ensemble de directivités horizontales, et on est arrivé toujours aux mêmes conclusions. Donc la conclusion, c'est que le modèle de monopôle en mouvement est un modèle de source étendue qui est à la fois précis et efficace, et donc qui est recommandé ici dans le cadre du bruit des éoliennes. Et puis, quand on se met maintenant dans une atmosphère plus réaliste, une atmosphère neutre avec, vous vous souvenez, un profil logarithmique de vitesse, on va observer maintenant une zone d'ombre quand on se propage contre le vent. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que quand on a un modèle de source ponctuelle, on va exagérer la taille de la zone d'ombre par rapport à un modèle de source étendue. Donc, c'est un des problèmes qu'on peut avoir avec le modèle de source ponctuelle. Voilà. Et ce qu'on peut dire également, c'est que la courbe qui est la plus intéressante, c'est peut-être à nouveau quand on se propage contre le vent, pour un angle de taux de 180 degrés. Donc on voit ici que le niveau global chute à partir de 800 mètres parce qu'on a une zone d'ombre. Donc on est à ces distances où la zone d'ombre apparaît. Et on voit également qu'on a des modulations d'amplitude qui peuvent être assez importantes dans cette direction-là. Et ça peut être lié également à l'effet de la zone d'ombre, c'est-à-dire que lorsque la pale tourne, votre récepteur peut être dans une zone, peut passer d'une zone illuminée à une zone d'ombre, et donc on peut avoir une forte fluctuation des niveaux de bruit pendant la rotation. Donc c'est une des origines possibles des modulations d'amplitude. Voilà, je vais passer cette petite animation et j'en arrive à mes conclusions. Sur cette dernière partie, et notamment plutôt les perspectives, là, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est à valider in situ les prédictions du modèle. Donc pour ça, il y a une campagne expérimentale qui a eu lieu en 2020 dans le cadre du projet ANRPIB avec les collègues de l'IMRAE que vous devez connaître. Donc c'était un site assez simple où il y avait 8 éoliennes. C'est ce qu'on voit, les points noirs ici. On a équipé les collègues de l'IMRAE ont équipé de pas mal de capteurs météorologiques et capteurs acoustiques. Et donc, ça va nous permettre d'étudier les modulations d'amplitude et de voir dans quelles conditions météo elles se produisent. Et puis, on voudrait enrichir l'outil de réalisation que je vous ai montré tout à l'heure en prenant en compte les effets de propagation et notamment un des défis qu'on aura une des questions qu'on aura à résoudre, c'est comment prendre en compte
l'effet de la turbulence atmosphérique qui va ajouter des modulations d'amplitude et de phase au signal pendant la propagation dans l'atmosphère. Voilà, je m'arrête là pour ce séminaire. Merci de m'avoir écouté.